Aujourd'hui, je te raconte une histoire qui prouve une chose, ce n'est pas l'infidélité qui détruit une relation en premier, c'est le manque de respect et le mensonge. Parce qu'un couple peut survivre à beaucoup de choses, mais pas à la sensation d'être pris pour un idiot. Et parfois, la meilleure décision de ta vie commence avec une phrase simple, d'accord. Alors on arrête là. Reste bien jusqu'à la fin, parce que cette histoire n'est pas juste un drama, c'est une leçon sur les limites, la dignité, et le moment où tu choisis enfin toi-même. Ma fiancée a dit, si tu ne supportes pas que je passe mes week-ends avec mon ex, alors peut-être qu'on n'est pas fait l'un pour l'autre. J'ai répondu, tu as parfaitement raison. Puis j'ai confirmé le transfert professionnel à Singapour qu'elle me suppliait de refuser. Salut Reddit, j'écris ceci depuis Singapour parce que je ne pouvais plus faire semblant que mes week-ends n'avaient aucune importance. Première nuit ici, j'ai dormi 11 heures d'affilée. Aucun téléphone qui vibre, aucune clé dans la serrure à 23h07, aucun mensonge sur un club de poésie, juste le calme. Ce nœud dans ma poitrine s'est enfin desserré pour la première fois depuis des mois. 3 ans. C'est le temps que moi, homme de 34 ans, j'ai passé avec Valérie, femme de 31 ans. On s'est rencontrés lors d'un événement de réseautage ennuyeux où elle faisait semblant de s'intéresser au droit constitutionnel, et moi je faisais semblant de trouver son travail en gestion de marque passionnant. En réalité, on était tous les deux là pour la nourriture gratuite et la déduction fiscale. On s'est bien entendu, on a commencé à sortir ensemble, puis on a emménagé ensemble après 18 mois. Il y a 6 mois, je l'ai demandé en mariage. Bague à son doigt, lieu réservé, sa mère jouait déjà à la fois le rôle d'organisatrice d'événements et de mariée. Avec le recul, il y avait toujours quelque chose de légèrement étrange. Rien de précis, rien que je pouvais clairement nommer, juste ce bourdonnement sourd dans mon ventre qui s'intensifiait à des moments aléatoires. Quand elle riait un peu trop fort en regardant son téléphone, quand elle prenait des appels dans l'autre pièce sans raison apparente. Rien de concret, rien d'exploitable, juste du bruit de fond. Je l'ai mis de côté. Je me suis dit que j'étais parano. Petit contexte, parce que ça comptera plus tard. J'étais procureur principal dans le comté de Multnomah. Avant ça, quelques années à travailler sur des dossiers de tribunaux fédéraux. En résumé, j'ai passé des années à rédiger des accords béton et à regarder des gens mentir pour vivre. On apprend à repérer les signes, qu'on le veuille ou non. Juste après les fiançailles, ma carrière a pris un tournant brutal. Un ancien procureur superviseur de l'époque fédérale m'a appelé directement. Un geste inhabituel. Il m'a dit qu'une grande entreprise technologique montait un centre d'opérations juridiques à Singapour. Il voulait un avocat formé aux États-Unis, avec de l'expérience en salle d'audience, pour diriger leur équipe juridique Asie-Pacifique. Le poste venait de son ancien réseau. Il te regarde spécifiquement, Matthew. Le package de rémunération est indécent. Salaire de base élevé, actions, appartement de fonction la première année, relocalisation complète, soutien pour le visa du conjoint si tu le souhaites. Directeur juridique senior à 34 ans. Supervision de la conformité, de la stratégie contentieuse et des affaires réglementaires dans 12 pays. Puis il a demandé, tu peux y réfléchir? Prends une semaine. Ils avancent vite. Cette conversation a changé ma façon d'aborder le mariage. Pas parce que je n'aimais pas Valérie, mais parce que j'étais sur le point de prendre des décisions majeures pour ma carrière, potentiellement de déménager à l'international et de lier ma vie à celle de quelqu'un d'autre. J'avais besoin de clarté sur les fondations que nous construisions. Alors j'ai fait ce que ferait n'importe quel avocat quand les enjeux deviennent élevés. J'ai rédigé un contrat prénuptial, je suis rentré chez moi ce soir-là et j'ai parlé à Valérie des 2 sujets pendant le dîner. Elle touchait à peine à son assiette, envoyait des messages à quelqu'un tout le temps. D'abord, j'ai mentionné l'opportunité à Singapour. Elle a levé les yeux de son téléphone comme si je lui avais demandé de résoudre un problème de calcul différentiel. Singapour, Jean le pays? Oui. Excellent package, titre de directrice. Il couvrirait ton visa, l'appartement de fonction. Matthew, non. Elle ne m'a même pas laissé finir. Je ne peux pas quitter ma famille. Ma mère serait dévastée. On a un mariage à organiser. Sa mère, la même qu'elle voyait peut-être 2 fois par mois pour un brunch où elle se plaignait des choix de petits amis de sa mère. Le mariage, celui dont elle parlait à peine depuis des semaines. C'est juste quelque chose à envisager. Ça pourrait être une aventure. Je ne l'envisage pas, se tranchant dans sa voix, celui qu'elle utilisait quand elle pensait que j'étais difficile. Portland est chez nous. Dis-leur non. Son téléphone a vibré à nouveau. Elle y a jeté un coup d'œil, a souri légèrement, puis l'a posé face contre table. Ce bourdonnement dans mon ventre est revenu, encore plus fort. C'est là que j'ai pris une décision qui s'est révélée être le meilleur instinct que j'ai jamais eu. Je ne lui ai pas dit que je refusais. Je ne lui ai pas dit non plus que j'acceptais. J'ai simplement hoché la tête,
changer de sujet et appeler mon contact le lendemain matin avec une réponse différente de celle qu'elle attendait. J'ai besoin de plus de temps. L'opportunité est incroyable, mais j'ai des aspects personnels à régler. Pouvez-vous garder le poste ouvert encore quelques semaines? Il a marqué une pause. Ils te veulent vraiment, Matthew. Je peux probablement t'obtenir 3 semaines, peut-être 4, mais ils n'attendront pas éternellement. C'est tout ce qu'il me faut. Gardez-moi dans la course. Valérie a supposé que j'avais fait exactement ce qu'elle m'avait dit. Elle n'a jamais demandé de confirmation. Elle n'a jamais relancé. Elle a simplement avancé comme si mon obéissance allait de soi. Ça m'en disait plus sur la façon dont elle voyait notre relation que n'importe quelle discussion. Puis j'ai évoqué le contrat prénuptial la même semaine. Avant qu'on aille plus loin. L'organisation du mariage, je veux parler d'un contrat prénuptial. Elle s'est raide immédiatement, a posé son téléphone pour la première fois depuis 1 heure. Un contrat prénuptial? Tu ne me fais pas confiance? Ce n'est pas une question de confiance. C'est une question de gestion du risque. J'ai gardé une voix calme. Professionnelle. Le même ton que j'utiliserais pour expliquer une procédure de communication de pièces à une nouvelle assistante juridique. Je suis procureur avec une potentielle opportunité dans le secteur privé. Une relocalisation internationale pourrait être envisagée à terme. Mon exposition à la responsabilité professionnelle est significative. Un contrat prénuptial nous protège tous les deux et s'assure que nous sommes alignés sur les attentes. Quel genre de contrat prénuptial? Un cadre standard de protection des actifs. Les biens propres restent des biens propres. Les acquisitions communes sont partagées équitablement selon la contribution. La pension alimentaire est structurée de manière juste selon la durée du mariage et les circonstances. J'ai marqué une pause. J'ai laissé ça s'installer. Et quelques clauses de transparence. Standard dans les accords de grande valeur. Clause de transparence. Divulgation complète de toute relation romantique ou sexuelle antérieure avec des personnes avec lesquelles l'un de nous maintient un contact régulier. Honnêteté totale sur la nature des amitiés actuelles qui recoupent des relations passées. J'ai observé son visage attentivement. Et un engagement mutuel à éviter les séjours privés en tête-à-tête ou les week-ends prolongés avec d'anciens partenaires sans discussion et accord préalable. Elle est devenue silencieuse. Pas un silence de réflexion. Un silence de personnes prises au piège. J'ai déjà vu ce silence dans des salles de déposition, quand quelqu'un réalise que la question qu'on vient de lui poser n'a aucune bonne réponse. C'est très spécifique, Matthew. C'est standard dans les accords à forts enjeux financiers. J'en ai examiné des dizaines. Ça évite des complications et des malentendus plus tard. Des attentes claires, des conséquences claires. La partie financière me va. Sa voix avait changé. Plus serrée, plus contrôlée. Mais cette dernière partie sur les anciens partenaires donne l'impression que tu essaies de contrôler avec qui je passe du temps. Je demande de la transparence sur les relations passées qui se chevauchent avec des amitiés actuelles. Rien de plus. S'il n'y a pas de chevauchement, la clause est sans objet. S'il y en a un, on en parle comme des adultes et on fixe des limites ensemble. Et si quelqu'un avec qui je suis sorti il y a des années est juste un ami maintenant? Je suis censé faire une déclaration officielle chaque fois que je prends un café avec quelqu'un? Si tu es en contact régulier avec cette personne et que vous passez beaucoup de temps ensemble, alors oui, divulgation. C'est précisément l'objet de la clause. Elle s'est levée et a commencé à faire les 100 pas, cette énergie nerveuse qu'elle avait quand elle se sentait acculée. C'est insensé. Tu traites notre mariage comme un contrat commercial avec des obligations de conformité. Le mariage est un contrat, Valérie. Littéralement. L'État délivre une licence. Il y a des obligations légales, des implications patrimoniales, des conséquences fiscales. Je m'assure simplement que les termes sont clairs avant de signer. Si tout est en règle, ce document ne nous coûte rien d'autre qu'une conversation. Je ne signerai pas quelque chose qui surveille mes amitiés. Alors il faut qu'on parle de la raison pour laquelle cette clause te dérange spécifiquement, alors que les termes financiers ne te posent aucun problème. C'est là que c'est arrivé. Le dérapage qui a tout changé. Parce que c'est intrusif. Quoi? Je dois révéler que Brody et moi sommes sortis ensemble pendant environ 2 mois il y a 5 ans. Ce n'était rien. De l'histoire ancienne. On est juste amis maintenant et ce n'est pas ton affaire ce qu'on était avant. Je me suis arrêté. J'ai traité l'information. J'ai laissé les mots flotter entre nous comme de la fumée après une détonation contrôlée. Sortis ensemble. Son visage s'est figé. La couleur a disparu en temps réel. Je l'ai regardé rejouer ses propres mots dans sa tête et réaliser ce qu'elle venait d'admettre. Ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est exactement ce que tu voulais dire. Et c'est exactement ce que tu as dit. Tu as dit que c'était un ami de Seattle, quelqu'un que tu connaissais avant,
un ancien pote qui venait juste de revenir en ville. Tu n'as jamais mentionné une seule fois que tu étais sorti avec lui, Valérie. Ce n'était presque rien. Tu passes du temps avec lui. Des week-ends, les samedis à coup sûr, parfois les dimanches, chaque semaine depuis 3 semaines depuis qu'il est revenu. Tu m'as dit que c'était un club de poésie. Ça l'est. Valérie, tu m'as déjà demandé si la brièveté était un fromage. Tu lis des légendes Instagram et tu les trouves trop longues. Tu ne lis pas de poésie. J'ai gardé une voix plate, contrôlée, le même ton que j'utilise quand je sais qu'un témoin est sur le point de se parjurer. Quelle est la situation réelle avec Brody? Elle s'est mise à pleurer. Une colère en larmes, pas de la tristesse, de la défense. Ce n'est pas ce que tu crois. Brody avait besoin de soutien quand il est revenu. Il traverse des choses, il s'adapte à son retour à Portland. Nom complet. Quoi? Son nom complet. Je veux savoir exactement avec qui ma fiancée a passé ses week-ends pendant qu'elle me mentait sur l'endroit où elle se trouvait. Brody. Juste Brody. Je ne vois pas en quoi son nom de famille est important. Chronologie. Quand êtes-vous sortis ensemble exactement? Il y a 5 ans? 2 mois? Peut-être 3? Ça s'est mal terminé, mais on est restés amis. C'est tout. Pourquoi as-tu caché le fait que c'était ton ex? Parce que je savais que tu réagirais exactement comme ça. Tu transformerais ça en quelque chose que ce n'est pas. Comme quoi? Poser des questions raisonnables? Demander la transparence que je viens littéralement d'exiger dans un contrat prénuptial? Je me suis assis, j'ai ouvert mon ordinateur portable. Voilà ce qui va se passer. Tu vas tout me dire sur ta relation actuelle avec Brody, la vérité cette fois, et je vais vérifier, parce qu'à l'heure actuelle tu as menti sur votre passé, menti sur ce que tu faisais le week-end, et tu viens d'admettre que l'histoire du club de poésie servait de couverture pour passer du temps avec ton ex. Je n'ai pas menti à propos du club de poésie. J'ai ouvert la page publique des événements du club de poésie. 10 secondes ont suffi avec une recherche simple. Site professionnel du Portland Poetry Collective, calendrier clair publié pour toute l'année avec date, heure et lieu. Ils se réunissent le premier vendredi de chaque mois, et ce depuis 3 ans, aucune session le samedi mentionné nulle part, aucune réunion hebdomadaire d'aucune sorte, aucun atelier spécial le week-end. J'ai tourné l'écran vers elle pour qu'elle voie exactement ce que je voyais. Donc soit tu as rejoint un club de poésie totalement différent qui n'existe nulle part sur internet et n'a aucune présence sur les réseaux sociaux, soit tu as menti de manière systématique sur l'endroit où tu passais tes samedis depuis 3 semaines. Lequel est vrai, Valérie? Essaie encore, et réfléchis bien avant de répondre. La couleur a complètement quitté son visage. Ce moment précis où quelqu'un comprend que le mensonge est mort. Une dernière chance, Valérie. Honnêteté totale. Que as-tu réellement fait avec Brody chaque week-end? Elle s'est assise, les mains tremblantes. On traîne juste ensemble, on parle, on regarde des films chez lui. Parfois on mange quelque chose. Ce n'est pas ce que tu imagines. Tous les week-ends, des blocs d'au moins 6 heures, pendant que tu me disais que tu étais à un club de poésie. J'ai refermé l'ordinateur. J'en ai fini avec cette conversation. Matthew, il ne s'est rien passé de physique. Même si c'était vrai, et honnêtement j'en doute, tu as caché une relation passée, inventé des histoires de couverture et passé 3 semaines à me mentir en face sur l'endroit où tu étais et avec qui. Ça suffit. La confiance est brisée. Je n'ai rien à prouver de plus que ce que tu viens déjà d'admettre. Elle a changé de tactique, s'est penchée en avant, a tendu la main vers les miennes avec ce regard doux qu'elle utilisait quand elle voulait quelque chose. Chérie, tu sais que je t'aime. Brody ne représente rien. Il est juste confortable, familier. C'est toi que je vais épouser. J'ai retiré mes mains. Assez confortable pour mentir à son sujet. Assez familier pour le cacher. Tu déformes tout. J'arrêterai de le voir. Je couperai tout contact. Je bloquerai son numéro. Je le supprimerai de partout. Si tu n'es pas capable de supporter que je passe mes week-ends avec lui, alors peut-être qu'on n'est pas fait l'un pour l'autre. Voilà. L'ultimatum, lâché comme une arme. Comme si elle pensait que je plierais sous la menace de la perdre. Que je m'excuserais d'avoir posé des questions. Que je la supplierais de rester. Que je promettrais de ne plus jamais mentionner Brody. Comme si j'accepterais d'être trompé parce que l'alternative serait d'être seul. Mauvais type pour ce genre de manœuvre. Elle m'avait complètement mal lu. Tu as parfaitement raison. Nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. J'ai tendu la main, paume ouverte, attendant, la voix parfaitement calme. Donne-moi la bague. Son expression s'est fissurée, sa confiance s'est effondrée en temps réel, comme un bâtiment dont on retire les fondations. Quoi? La bague de fiançailles.
Celle que j'ai achetée. Celle que j'ai mise à ton doigt quand je pensais que nous construisions quelque chose de réel. Rends-la-moi maintenant. Matthew, j'étais juste frustré. Je ne le pensais pas comme ça. La bague maintenant, ou mon avocate s'occupera de la récupération et ça deviendra beaucoup plus compliqué pour nous deux. Non. Elle a plaqué sa main contre sa poitrine, couvrant la bague de l'autre paume comme un enfant protégeant un jouet. Tu surréagis. C'est un malentendu. On peut régler ça comme des adultes si tu te calmes. C'est exactement ce qu'on fait, comme des adultes. C'est précisément ça. J'ai demandé de l'honnêteté dans un contrat prénuptial. Tu m'as donné des semaines de mensonges à la place. Maintenant, je mets fin aux fiançailles. En demandant la restitution de la bague. C'est ainsi que des adultes gèrent une rupture de confiance dans une relation contractuelle. Je me suis levé, je suis allé au placard de la chambre et j'ai commencé à sortir des valises. Qu'est-ce que tu fais? Je n'ai pas répondu. J'ai attrapé mon ordinateur portable, ouvert mes emails et commencé à taper. Confirmation de l'acceptation du poste à Singapour. J'accepte. Disponible pour commencer dans 2 semaines. Merci d'envoyer les documents de relocalisation. Envoyé. Tu n'es pas sérieux. Sa voix s'est brisée, la panique s'installant. Tu as dit que tu avais refusé. Non. Tu m'as dit de refuser. Je n'ai jamais dit que je l'avais fait. Je l'ai laissé sur la table parce que je ne prends pas de décision de carrière irréversible sur la base des exigences de quelqu'un d'autre sans y réfléchir sérieusement. J'ai commencé à sortir des vêtements des cintres et à les plier dans la valise, méthodique, efficace. Il s'avère que c'était la bonne décision. Tu m'as menti. Je n'ai ni confirmé ni nié. Tu as supposé. Il y a une différence. J'ai continué à faire ma valise. Et venant de toi, en ce moment, c'est assez ironique. Elle a changé de tactique. Elle est passée de la colère à la supplication, ce va-et-vient brutal que les personnes manipulatrices utilisent quand l'intimidation échoue. Elle m'a attrapé les mains, a agrandi les yeux, adouci la voix, tout le numéro. Chérie, s'il te plaît, on peut arranger ça. Tous les couples traversent des moments difficiles. Ça ne doit pas mettre fin à tout ce qu'on a construit. J'ai retiré ses mains des miennes. Doucement, mais fermement. Valérie, je t'ai demandé une seule chose. De la transparence. De l'honnêteté sur les relations passées. Tu as répondu en cachant un ex, en mentant sur tes week-ends, puis en me menaçant de tout arrêter quand j'ai insisté pour avoir la vérité. J'ai continué à faire mes valises. Chaque choix que tu as fait au cours des 3 dernières semaines m'a montré exactement où je me situe dans tes priorités. Maintenant, je fais des choix qui reflètent les miennes. Comment est-ce que ça a pu dégénérer si vite? Ça n'a pas dégénéré. Ça a clarifié. La situation était toujours celle-ci. Je n'avais simplement pas les informations avant maintenant. J'ai fermé la première valise, en ai sorti une autre. Tes affaires seront dans le couloir demain. Tu as 24 heures pour les récupérer. Elle a attrapé son sac à main, les mains tremblantes, le mascara commençant à couler. Tu vas regretter ça, Matthew. Tu jettes 3 ans pour rien. Je jette 3 ans de mensonges. Ce n'est pas rien. C'est tout. Je n'ai pas levé les yeux de mes valises. Ferme la porte en sortant. Elle l'a claqué si fort que le chien du voisin s'est mis à aboyer. Bon débarras. 20 minutes plus tard, mon téléphone s'est mis à vibrer. Chérie, parlons-en. On ne peut pas mettre fin à 3 ans comme ça. J'arrêterai complètement de voir Brody. Si ça te dérange à ce point, Matthew, c'est enfantin. Tu es dramatique. On peut s'il te plaît parler? Puis le ton a changé vers minuit. Tu sais quoi? Brody m'écoute vraiment, lui. Il ne m'interroge pas comme si j'étais au tribunal. Peut-être que j'aurais dû le choisir lui dès le départ. Très bien. Ne réponds pas. On verra jusqu'où ton silence te mènera. Tu vas mourir seul avec tes contrats prénuptiaux et tes listes de contrôle. Puis à 1h47. Je t'ai donné 3 ans, Matthew. 3 ans de ma vie. Et c'est comme ça que tu me remercies? J'aurais pu être avec quelqu'un qui m'appréciait vraiment depuis tout ce temps. Brody ne m'a jamais fait sentir que j'étais interrogé juste pour avoir des amis. Je n'ai répondu à rien. J'ai ouvert mon ordinateur et commencé la liste de sorties. J'ai rédigé un seul message, professionnel et définitif. Je l'ai envoyé au lieu de réception. Au traiteur, au photographe, au fleuriste, au DJ, à ses parents et aux miens. Mariage annulé avec effet immédiat en raison de malhonnêteté et de fausses déclarations. Merci de ne pas contacter Valérie par mon intermédiaire pour quelque raison que ce soit. Contactez-moi directement uniquement pour les questions de résiliation de contrat ou d'acompte. Merci de votre compréhension.
Puis j'ai ouvert mon application bancaire et commencé à séparer les finances. Nous avions gardé des comptes séparés, heureusement. Aucune carte de crédit commune à démêler, aucun investissement partagé. Rupture nette au moins sur le plan financier. J'ai envoyé un message à mon ami Jack. Besoin d'un service? Tu cherches toujours une sous-location? Toujours. Qu'est-ce qui se passe? Mon logement est disponible dans 2 semaines. Ça t'intéresse? Attends, tu quittes Portland? Sérieusement? Singapour? Longue histoire. Je te raconterai plus tard. Pas possible. Si. Je suis partant. Envoie-moi les détails. J'ai transféré les informations de mon bail à Jack, envoyé un email à mon propriétaire concernant le changement de locataire autorisé et terminé de préparer l'essentiel. À minuit, j'avais des déménageurs programmés pour la semaine suivante, le dossier de relocalisation pour Singapour confirmé par email, et j'avais terminé l'inventaire de tout ce que je possédais par rapport à ce que je laisserais derrière moi. Ce que Valérie avait apporté à l'appartement. Il s'est avéré qu'elle avait amené exactement une lampe, quelques gadgets de cuisine encore dans leur emballage d'origine, et une étagère de livres que je ne l'avais jamais vu ouvrir. 3 ans ensemble et l'intégralité de sa contribution à notre espace commun tenait dans 3 cartons de taille moyenne. À 2 heures du matin, son ami Chelsea a envoyé un message, « Vous avez vraiment rompu tous les deux ?» Valérie perd complètement pied. Demande à Valérie. Elle dit que tu pars à Singapour. Oui. Elle dit que tu as annulé le mariage et que tu l'as annoncé à tout le monde. Oui. Elle dit que tu ne partiras jamais vraiment, que tu essaies juste de lui faire peur pour qu'elle s'excuse. J'ai éclaté de rire à celui-là. Elle pensait encore avoir un levier. Elle pensait encore que je reviendrais en rampant si elle attendait assez longtemps. Regarde-moi faire, chérie. J'ai mis mon téléphone en silencieux et j'ai dormi mieux que je ne l'avais fait depuis des mois. Le dimanche matin, je me suis réveillé avec 30 messages non lus. La plupart venaient de Valérie, qui traversait les 5 étapes du deuil à une vitesse folle, le déni, la colère, la négociation, encore la colère, une fausse acceptation, puis retour au déni. Certains venaient de ses amis en mission de reconnaissance, quelques-uns de mes potes disant « Qu'est-ce qui s'est passé, mec ?» Je les ai tous ignorés. Je suis allé courir. Première sortie depuis des semaines sans regarder mon téléphone en me demandant où elle était. Je me sentais déjà plus léger. Quand je suis rentré, Valérie était assise par terre devant la porte de mon appartement, à m'attendre. Mode embuscade. « On doit parler ?» a-t-elle dit en se levant brusquement. Les cheveux en bataille, le mascara de la veille étalé sous les yeux. Elle portait un legging de yoga et mon vieux sweat de la fac de droit qu'elle s'était approprié 2 ans plus tôt. Il n'y a rien à dire. Tes affaires sont à l'intérieur. Prends-les et pars. Je ne les prends pas parce que je ne pars pas. C'est insensé, Matthew. Tu ne peux pas tout arrêter comme ça. Le bail est à mon nom. Tu n'as jamais officiellement emménagé, tu te souviens? Tu gardais l'adresse de tes parents pour le courrier à cause de la situation fiscale. Sa petite combine fiscale. Elle déclarait la maison de ses parents comme résidence principale depuis 3 ans pour éviter les taxes municipales de Portland. Ça lui faisait économiser environ 4 000 $ par an. Maintenant, ça allait se retourner contre elle de façon spectaculaire. C'est un détail technique. Je suis procureur, Valérie. Les détails techniques, c'est littéralement mon métier. Je me suis avancé vers la porte. Tu n'es pas sur le bail. Tu n'es pas sur les factures. Aux yeux de la loi, tu es une invitée que je n'invite plus, et je te demande de partir. Tu es cruel. Je suis précis. Il y a une différence. Elle a essayé de me dépasser pour entrer dans l'appartement. Je n'ai pas bougé. Elle a rebondi contre mon épaule comme contre un mur. Brody avait dit que tu ferais ça. Il a dit que tu jetterais tout à cause de ton ego. Intéressant. Tu cites l'opinion de Brody à mon sujet. Vous avez dû avoir des conversations très profondes sur notre relation. Ce n'est pas, je ne voulais pas. Elle s'est arrêtée. Elle a compris qu'elle venait encore de se trahir. Valérie, tes affaires sont emballées à l'intérieur. 3 cartons. Je les laisse dans le couloir. Tu les prends aujourd'hui ou je les dépose chez Goodwill demain matin. Tu as déjà changé les serrures? Première chose que j'ai faite hier. Le meilleur argent que j'ai jamais dépensé. Elle m'a regardé comme si j'étais devenu quelqu'un qu'elle ne reconnaissait pas. Comme si le Matthew qu'elle pensait connaître n'aurait jamais été aussi froid, aussi méthodique, aussi définitivement détaché. Qui es-tu en ce moment? Quelqu'un qui a demandé de l'honnêteté, a reçu des mensonges en échange et a agi en conséquence. Prends tes affaires. Continue ta vie. C'est terminé. Je suis entré, j'ai porté ces 3 cartons dans le couloir et j'ai fermé la porte.
Elle a frappé pendant 15 minutes d'affilée, a crié que j'étais un narcissique, un maniaque du contrôle, émotionnellement indisponible, puis elle est finalement partie. Le lundi, j'ai présenté ma démission au bureau du procureur. Lettre professionnelle, préavis de 2 semaines compte tenu du calendrier international. J'ai invoqué une opportunité dans le secteur privé à l'étranger. Mon supérieur a compris. La nouvelle s'est répandue rapidement dans les cercles juridiques. Le mardi, je recevais déjà des emails de félicitations d'avocats de la défense contre lesquels j'avais plaidé au tribunal. Les 2 semaines suivantes ont été un tourbillon. Les déménageurs ont emballé mes affaires. L'entreprise a pris en charge les vols, le visa de travail, le logement temporaire. J'ai vendu ma voiture à un collègue à un prix juste, fermé les comptes locaux, fait suivre mon courrier chez ma sœur à San Diego. Valérie a essayé de m'intercepter une fois au tribunal. La sécurité l'a arrêtée au portique lorsqu'elle n'a pas pu produire de raison valable d'être là. J'ai juste besoin de 5 minutes, a-t-elle crié à travers le hall, faisant se retourner toutes les têtes. Maquillage impeccable, cheveux faits, toute la mise en scène. Elle m'a repéré près des ascenseurs et a crié, « Tu me dois une conversation, Matthew. Tu ne peux pas simplement disparaître comme ça devant ta fiancée. » Ex-fiancée, ai-je répondu. Et je ne te dois rien. Je lui ai fait un salut à 2 doigts et j'ai pris les escaliers. Elle a réessayé à l'appartement avec des renforts. Sa mère et son frère sont restés devant ma porte pendant 25 minutes, observés via la caméra de la sonnette. Sa mère faisait ce numéro de pleurs théâtraux. Son frère a tenté de forcer la porte avec l'épaule à un moment. Bois massif. Il a rebondi et s'est tenu l'épaule de douleur. Sa mère a crié à travers la porte que je détruisais sa fille et que Valérie m'avait donné les meilleures années de sa vie. Finalement, le gestionnaire de l'immeuble est monté pour enquêter sur la plainte pour tapage. Ils sont partis quand il a menacé d'appeler la police pour intrusion. Petite victoire. J'ai envoyé un email à mon propriétaire, visiteur non autorisé harcelant le locataire, documentation pour le dossier, demande d'avertissement formel pour intrusion. Le dernier vendredi à Portland, j'ai posté une photo sur Instagram, passeport et carte d'embarquement sur le plan de travail de la cuisine. Légende, un nouveau chapitre commence maintenant. Les commentaires ont explosé, surtout du soutien. Chelsea m'a envoyé un message privé dans l'heure, elle prévoit d'aller à l'aéroport demain, juste pour que tu saches. Parfait. Je serai déjà passé par le contrôle prioritaire avant qu'elle trouve une place de parking. Samedi matin, 6 heures, prêt. Uber jusqu'à PDX. Bagages enregistrés sans problème. Alors que je marchais vers le contrôle de sécurité avec mon bagage cabine, Valérie est apparue de nulle part, comme si elle campait dans le terminal en m'attendant. Pantalon de survêtement, chignon en bataille, yeux gonflés avec de grands cernes, gobelet de café tremblant légèrement dans sa main. Matthew, attends. S'il te plaît, donne-moi juste 2 minutes. Comment savais-tu l'heure de mon vol? J'ai mes moyens. Traduction, elle avait traqué les réseaux sociaux de mes collègues pour grappiller la moindre information sur mon départ, probablement en recoupant un poste de check-in avec les horaires de vol. Elle avait l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours, comme si elle répétait des discours devant le miroir de sa salle de bain à 3 heures du matin. Tant mieux. J'ai continué à avancer vers la file de sécurité sans ralentir. Elle m'a attrapé le bras. On doit en parler. Tu ne peux pas quitter le pays sans régler ça entre nous. J'ai déjà tout réglé sauf monter dans l'avion. Les bagages sont enregistrés jusqu'à Singapour. L'enregistrement est fait. Le siège est confirmé. Dans environ 30 minutes, je serai injoignable. J'ai retiré sa main de mon bras fermement mais sans agressivité. Il n'y a rien à régler, Valérie. C'est réglé. C'est insensé. Tu jettes tout ce qu'on a construit. 3 ans, le mariage, notre avenir, tout ça. Pourquoi? Un malentendu à propos d'un vieil ami. Un vieil ami que tu as fréquenté. Un vieil ami que tu as caché. Un vieil ami au sujet duquel tu as menti chaque week-end pendant 1 mois. J'ai fait une erreur. Les gens font des erreurs. Tu as fait un choix. Chaque samedi, tu as choisi de mentir, encore et encore. Ce n'est pas une erreur, c'est un schéma. Je n'ai pas élevé la voix, je n'ai pas argumenté, je ne lui ai pas donné la scène dramatique qu'elle voulait, la confrontation qu'elle aurait pu rejouer plus tard en la réécrivant jusqu'à devenir la victime. Tu as tout jeté la première fois que tu as menti sur l'endroit où tu allais. Le premier week-end où tu m'as parlé d'un club de poésie pendant que tu allais chez lui. Moi, je fais juste sortir les poubelles. J'ai continué. À marcher vers la sécurité au même rythme régulier. Matthew, tu ne peux pas faire ça. J'ai passé le contrôle sans me retourner une seule fois. Elle est restée figée, la bouche ouverte, jusqu'à ce qu'un agent de sécurité lui demande de se dégager parce qu'elle bloquait le passage des voyageurs derrière elle. Singapour a frappé différemment dès l'atterrissage.
L'aéroport de Changi, c'était comme entrer dans un film de science-fiction. Des jardins botaniques à l'intérieur du terminal. Une cascade de 40 mètres qui tombe au centre de l'atrium. Des sols si propres qu'on pourrait manger dessus. L'aéroport de Portland avait une moquette qui sentait le regret et les rêves brisés. Ici, il y avait des orchidées, des installations artistiques et des escalators qui fonctionnaient vraiment. L'entreprise avait un chauffeur qui m'attendait à l'arrivée avec mon nom sur une pancarte. Il m'a conduit directement à l'appartement à Tanjong-Pagar. 28e étage, baies vitrées du sol au plafond avec vue sur le port, 2 chambres, cuisine moderne avec des appareils que j'allais devoir apprendre à utiliser. Le mobilier était minimal mais élégant. Tout était neuf et propre. Le travail commençait. Le travail a commencé le lundi. J'ai rencontré le directeur juridique, passé en revue la structure régionale, reçu un briefing sur les dossiers et les affaires que je superviserais. L'équipe était solide. 12 avocats répartis entre les bureaux de Singapour, Hong Kong et Sydney. L'associé senior était un local, diplômé de Cambridge, qui maîtrisait ses sujets sur le bout des doigts. Il aurait pu mal prendre l'arrivée d'un Américain parachuté pour diriger l'ensemble. Au lieu de ça, il m'a remis un dossier détaillé sur chaque affaire en cours et m'a dit « Bienvenue. On est content que quelqu'un dirige enfin cette division correctement. » Le premier mois a été un chaos maîtrisé, apprentissage des cadres réglementaires dans 12 juridictions différentes, création de relations avec des cabinets externes, extinction d'incendies qui couvaient depuis des mois sous la direction précédente. Je travaillais 14 heures par jour et ça ne me dérangeait pas du tout. Il y a quelque chose de particulier à repartir de zéro dans un endroit nouveau. Aucun bagage derrière soi. Aucun passé à expliquer. Personne pour te connaître comme ce type dont la fiancée voyait son ex en cachette. Juste le travail, les possibilités et la chance de faire ses preuves au mérite. J'ai conclu 3 accords que mon prédécesseur faisait traîner depuis des mois. J'ai restructuré le processus de revue des contrats pour réduire les délais de 40%. J'ai lancé une réunion stratégique hebdomadaire à laquelle l'équipe arrivait à l'heure parce qu'elle avait envie d'y être. La 4e semaine, le directeur juridique m'a pris à part après une présentation au conseil. Matthew, tu as accompli en un mois plus que le précédent en une année entière. Quoi que ce soit qui t'ait amené ici, je suis content que ce soit arrivé. Moi aussi, ai-je répondu, et je le pensais vraiment. Pendant ce temps, Jake est devenu mon correspondant officieux à Portland. Il me tenait au courant par capture d'écran et message, que je lui demande ou non. Valérie avait complètement explosé sur Instagram, publié une longue tirade décousue expliquant que je l'avais abandonné sans avertissement, que j'avais choisi l'argent et la carrière plutôt que l'amour, que j'avais refusé de me battre pour notre relation. Elle disait que j'avais annulé le mariage pour absolument rien. Le post était délirant. 4 paragraphes de pur discours victimaire. Elle prétendait que j'étais émotionnellement manipulateur pour être parti, disait qu'elle avait tout donné à la relation et que je l'avais jeté pour un salaire. Aucune mention de Brody. Aucune mention des mensonges. Aucune mention d'un ex caché. Une réécriture complète de l'histoire pour se poser en victime. Elle a même posté des photos de nous prises à de meilleurs moments, avec des légendes du genre « je t'aurais suivi n'importe où » et « certaines personnes ne savent pas accepter l'amour ». Elle jouait à fond la carte de la partenaire en deuil pour obtenir de la compassion. Mais des gens qui connaissaient des morceaux de la vraie histoire ont commencé à commenter. Tu passais pas tous tes week-ends avec ton ex, par hasard? Meuf, t'as laissé filer un procureur pour un mec de salle de sport. Elle pensait qu'il resterait. Elle a perdu. J'ai entendu dire que l'histoire du club de poésie était bidon. Attends, Brody, c'est pas le gars qui a une copine à Eugène? Sérieux, la clause du contrat demandait juste de l'honnêteté. Elle a supprimé le post en moins de 2 heures, mais les captures d'écran s'étaient déjà propagées dans tous nos cercles d'amis communs. Le récit qu'elle essayait de construire s'est effondré avant même de démarrer. Puis j'ai reçu une demande de message de quelqu'un nommé Nathalie. Il m'a fallu un moment pour remettre le nom. La vraie petite amie de Brody. Celle qui vivait à Eugène et venait le week-end. Celle qui ne savait pas ce que son copain faisait quand elle n'était pas là. Salut, je sors avec Brody. J'ai vu les posts de ton ex sur ton départ en Asie. Il me dit qu'elle était juste obsédée par lui et qu'elle inventait tout pour créer du drama. Ce n'est pas vrai, si? Je lui ai envoyé un résumé. L'historique de relations cachées. L'excuse bidon du club de poésie. La chronologie entre les moments où Valérie disait être avec sa famille ou au club de poésie et ceux où Nathalie venait d'Eugène. Juste des faits. Ce qu'elle ferait de ces informations, c'était son choix. Elle a répondu 1 heure plus tard. Merci. Je me sens stupide, mais au moins maintenant je connais la vérité. Elle a tout publié. Toutes les captures d'écran sur sa story Instagram avec des hashtags comme #poésieclubfaux et #menteur exposé. Elle a identifié Brody. Elle a identifié Valérie. Elle a identifié leurs amis communs.
La story a été capturée et repartagée dans les cercles sociaux de Portland avant que l'un ou l'autre n'ait le temps de réagir ou de supprimer quoi que ce soit. En moins de 6 heures, Brody m'appelait depuis 4 numéros différents. Je n'ai répondu à aucun. Les messages vocaux se sont empilés, de plus en plus désespérés. Mec, tu dois contrôler ta meuf. Elle est en train de détruire ma vie ici. Ça se passe entre moi et Valérie. Tu n'avais aucun droit d'impliquer Nathalie. Rappelle-moi. C'est vraiment n'importe quoi. T'es vraiment une sacrée ordure, tu sais ça? Valérie m'a dit que t'étais froid, mais franchement. Elle m'a aussi dit que tu finirais par revenir en rampant. On dirait que ce n'est pas près d'arriver, hein? J'ai répondu une seule fois. Pas ma copine. Pas mon problème. Gère ton propre bazar. Tu es incroyablement vindicatif, mec. Je suis à 6000 miles de là, en train de regarder la skyline de Singapour. C'est toi dont la copine vient d'étaler le linge sale devant 3000 abonnés. Peut-être qu'il serait temps de réfléchir à tes propres choix. J'ai bloqué tous les numéros qu'il a essayé. 6 semaines à Singapour. Installé dans un bon rythme. Le travail se passait bien. J'ai remporté 2 gros litiges réglementaires que l'ancien directeur avait laissé moisir. L'équipe tournait bien et commençait à vraiment fonctionner comme une unité. J'ai commencé à être inclus dans des appels stratégiques de direction où se prennent les vraies décisions. J'ai trouvé une salle d'escalade près de mon appartement avec une bonne communauté d'expatriés. Je me suis fait des amis qui ne savaient absolument rien de mon passé à Portland. J'ai appris quel stand de hawker faisait le meilleur riz au poulet et quel food court éviter. Puis, un mardi soir au hasard, le concierge de l'immeuble a appelé mon appartement. Monsieur Matthew, il y a une femme dans le hall qui demande à vous voir. Américaine. Elle dit être votre fiancée. Elle n'a pas l'autorisation pour accéder aux étages résidentiels. J'ai littéralement éclaté de rire. L'audace était presque impressionnante. Dites-lui que je ne suis pas disponible et que je ne le serai à aucun moment pendant sa visite. Contactez immédiatement la sécurité de l'immeuble si elle refuse de partir. 10 minutes plus tard, mon téléphone a sonné. Numéro singapourien inconnu, indicatif local. J'ai fait 18 heures de vol pour te parler. La voix de Valérie est passée, tendue mais essayant de paraître déterminée, comme si elle avait répété cette entrée pendant tout le vol. Le minimum que tu puisses faire, c'est me donner 10 minutes. Juste 10 minutes, Matthew, après tout ce qu'on a vécu. Alors tu as gaspillé 18 heures, beaucoup d'argent en billets d'avion et tous les jours de congé que tu as brûlés. Rentre chez toi, Valérie. Il n'y a rien ici pour toi. Je ne quitterai pas Singapour tant qu'on n'aura pas parlé. Je dormirai dans ce hall, sur ce canapé, s'il le faut. Je serai là tous les jours jusqu'à ce que tu acceptes de me voir. L'immeuble a une sécurité 24 heures sur 24 et une politique stricte contre le stationnement des non-résidents dans les espaces communs. Ils te feront sortir. Ce n'est pas une négociation. J'ai raccroché sans attendre sa réponse. Je l'ai regardé depuis ma fenêtre pendant 3 heures, assise sur un banc dans la cour, à vérifier son téléphone sans arrêt, à lever les yeux vers la tour. À un moment, elle a brandi une pancarte écrite à la main. Parle-moi juste. Comme une comédie romantique qui a mal tourné. Puis elle a changé de pancarte. J'ai quitté mon travail pour ça. Comme si c'était censé me faire culpabiliser. Ses choix, ses conséquences. Finalement, la sécurité de l'immeuble l'a approché, a eu une conversation que je ne pouvais pas entendre, puis l'a escorté fermement hors de la propriété. Elle n'a pas eu de rendez-vous. Elle n'a pas eu 10 minutes. Elle n'a pas eu de conclusion. C'était précisément le but. Elle voulait contrôler la fin. Être celle qui décide comment tout se termine, façonner le récit final, me forcer à lui donner quelque chose qu'elle pourrait transformer en histoire où elle paraîtrait raisonnable et moi. Cruel. Hors de question. Jamais. Elle a envoyé des messages depuis différents numéros ce soir-là. J'attendrai. Autant de temps qu'il faudra. J'ai tout bloqué. Moins de 2 semaines plus tard, Jake m'a envoyé des captures d'écran. Valérie sortait déjà avec son instructeur de yoga. Elle postait sur le fait que parfois, ton âme sœur a toujours été au studio, et sur la guérison par le mouvement et la découverte de soi. Son attente de mon retour a duré exactement 12 jours. Elle est passée à autre chose plus vite qu'elle n'a changé sa bio Instagram. Certaines personnes ne changent jamais. 4e mois, Jake m'a envoyé la première vraie bombe. Valérie a été frappée par un contrôle fiscal de l'État. Ils disent qu'elle doit environ 28 000 $ avec pénalité et intérêt. Son père menace de la mettre dehors. Apparemment, quelqu'un avait déposé une plainte officielle auprès du département des recettes de l'Oregon concernant le fait qu'elle déclarait l'adresse de ses parents comme résidence principale alors qu'elle vivait clairement à plein temps à une autre adresse à Portland. 3 ans de fraude fiscale systématique.
Un schéma classique qui paraît malin jusqu'à ce que quelqu'un connaissant la situation décide de le signaler à l'agence compétente. Je ne me suis pas senti mal, pas une seconde. Elle esquivait ses obligations fiscales depuis des années, pendant que je payais chaque dollar dû, chaque trimestre. Les actions ont de vraies conséquences. Elle a parié que je resterais et que j'accepterais tout ce qu'elle me jetterait dessus. Elle a tout perdu à la place. Le reste des retombées est arrivé par vagues au fil des mois suivants. L'instructeur de yoga avec qui elle sortait a tenu cette semaine avant qu'elle ne le surprenne en train d'écrire à son ex. Elle s'est fait avoir exactement de la même manière que celle dont elle m'avait joué. Justice poétique. Brody a été remercié lors d'une restructuration de son boulot dans une salle de sport de Portland environ 4 mois après que tout a explosé. Il s'avère qu'il avait déjà un dossier RH bien rempli à cause de multiples plaintes sur le lieu de travail, et que les captures d'écran du club de poésie qui circulaient parmi ses collègues n'ont été que la dernière brique d'un mur déjà en train de s'effondrer. La dernière fois que j'ai entendu parler de lui, il était assistant manager dans une salle de sport ouverte 24 heures sur 24 à Beaverton, probablement payé la moitié de ce qu'il gagnait avant. Toujours célibataire, toujours en train de draguer des femmes dans sa salle, toujours à se demander pourquoi rien ne marche jamais pour lui, toujours à raconter à qui veut l'entendre que toute cette histoire de club de poésie a été montée en épingle. Plus personne ne le croit. Les preuves, elles, sont permanentes. Et c'est comme ça que cette histoire s'est terminée. La leçon est simple, le respect, c'est la base, pas une récompense. Et toi, tu aurais fait quoi ?